Dans ce cours, nous allons aborder les mécanismes électrophysiologiques des différents troubles du rythme rencontrés en pratique courante. Voici un rapide rappel sur les différents troubles du rythme rencontrés en pratique courante. Les tachycardies supraventriculaires comprennent les tachycardies à l'étage atrial ainsi que les tachycardies jonctionnelles. À l'étage atrial, on rencontre les extrasystoles atriales, les tachycardies effleureurs atriales et la fibrillation auriculaire. Les tachycardies jonctionnelles peuvent être soit des tachycardies par réentrée intranodale, des tachycardies sur faisceau accessoire, exceptionnellement des tachycardies ischiennes. Les troubles du rythme supraventriculaire sont généralement à QRS fin, car la dépolarisation ventriculaire se fera par la voie nodo-ischienne, mais ils peuvent être parfois à QRS large en cas de bloc de branche préexistant ou fonctionnel ou en cas de préexcitation sur un faisceau accessoire. Cela pose alors des problèmes diagnostiques avec les tachycardies ventriculaires. À l'étage ventriculaire sont rencontrés les TV et les ESV qui sont à QRS large. Les facteurs arythmogènes à l'origine d'une arythmie ont été schématisés par Philippe Koumel sous la forme d'un triangle au sommet duquel figure un des facteurs nécessaires à l'arythmogénèse. Le mécanisme des troubles du rythme est basé ainsi sur trois principaux éléments. Ainsi, pour qu'une arythmie puisse survenir, il faut un élément déclenchant, dit gâchette, qui en général est une extrasystole atriale ou ventriculaire. Pour que l'arythmie puisse perdurer, il faut un substrat qui permet aux troubles du rythme de s'installer. Les facteurs modulateurs augmentent la sensibilité du substrat et ou facilitent la conduction au sein du circuit. Ils sont nombreux, peuvent être le système nerveux autonome, les désordres hydroélectrolytiques ou l'ischémie myocardique par exemple. Schématiquement, les mécanismes des arythmies sont au nombre de trois. Le premier mécanisme, qui est le plus fréquent, est le mécanisme de réentrée, qui correspond au mécanisme de nombreuses arythmies comme le flotteur atrial, les tachycardies jonctionnelles et la plupart des tachycardies ventriculaires, en particulier sur cardiopathie. Le second mécanisme est un foyer focal lié à un automatisme anormal. Il s'agit en général du mécanisme des extrasystoles, des tachycardies atriales liées à un foyer focal, de certaines tachycardies ventriculaires, en particulier sur cœur sain. Le troisième mécanisme est la fibrillation, qui peut être atriale ou ventriculaire, et qui correspond cette fois-ci à des mécanismes complexes. Dernier mécanisme abordé dans ce cours, celui de la fibrillation. Nous n'aborderons que celui de la fibrillation atriale, qui est l'arythmie la plus fréquente. La fibrillation atriale est une arythmie complexe qui prend en général naissance au sein de l'oreillette gauche. Elle est caractérisée, comme observé sur cette carte d'activation, par une activité électrique anarchique au sein des oreillettes, avec la présence de foyers focaux, de rotors et de vaguelettes dépolarisant de manière anarchique l'oreillette. Ceci explique le caractère irrégulier de l'arythmie au vu de la dépolarisation irrégulière de la voie nodo-ischienne. Comme pour les tachycardies atriales et les flotteurs atriaux, la fréquence ventriculaire dépend de la perméabilité de la voie nodale. Le mécanisme de l'AFA est complexe et encore imparfaitement compris. Si l'élément déclencheur vient le plus souvent d'extrasystoles provenant des veines pulmonaires, il peut exister des foyers focaux intra-atriaux, des rotors ou de multiples circuits dans l'oreillette. Ces éléments peuvent se manifester sous la forme d'électrogrammes fragmentés ou à haute fréquence. La fibrillation atriale est une maladie évolutive. Le mécanisme de la fibrillation atriale paroxystique est majoritairement lié à des triggers dans les veines pulmonaires qui vont déclencher la fibrillation auriculaire qui va s'arrêter d'elle-même. Puis, favorisé par la présence d'une cardiopathie, d'une hypertension artérielle, du vieillissement ou de la fibrillation atriale elle-même, le substrat va progresser entraînant des épisodes de plus en plus longs qui finalement progresseront vers une fibrillation atriale persistante. Ainsi, sur cardiopathie structurelle, le mécanisme de l'AFA est beaucoup plus complexe. Il existe un dysfonctionnement diastolique et systolique provoquant une surcharge et une dilatation atriale associée à un remodelage structurel et électrique des oreillettes. Sur le plan histologique, on note l'apparition de fibrose. Dans certains cas, il peut exister un substrat génétique lié à des polymorphismes ou à des mutations. Ce remodelage histologique et électrique entraîne des zones de conduction lente, des périodes réfractaires raccourcies et surtout une hétérogénéité de conduction conduisant à des réentrées, des vaguelettes multiples, la création de déclencheurs et de rotors intra-auriculaires favorisant la F1. Ainsi, plus les oreillettes fibrillent et plus le myocarde atrial va se remodeler, électriquement avec un raccourcissement et une dispersion des périodes réfractaires.
histologiquement avec l'apparition de dépôts fibreux ou des dépôts fibro-adipeux intramyocardiques. Sinon, l'AFA paroxystique, le trigger que sont les extrasystoles dans les veines pulmonaires, constitue le mécanisme majeur de la genèse de l'arythmie. Plus l'AFA devient persistante et l'oreillette se dilate, et plus le mécanisme lié au substrat devient important. Voici un exemple à gauche de cartographie de voltage chez un patient en fibrillation atriale persistante, ainsi qu'à droite une quinte de potentiel fragmentée, ce qui montre la présence chez ce patient de zones cicatricielles ainsi que de larges zones d'électrogrammes anormaux fragmentés au sein de l'oreillette gauche, participant dans la genèse et la persistance de la fibrillation auriculaire. Ainsi, les cartographies 3D avec carte de voltage réalisées au moment d'une ablation de fibrillation auriculaire montrent souvent des zones de bas voltage qui correspondent probablement à des zones de remodelage électrique et histologique. Certaines séquences d'IRM permettent de visualiser ces zones de fibrose avec la présence des zones de rehaussement tardif correspondant aux zones de bas voltage observées avec la cartographie 3D.